Vieilles machines, elles sont fragiles, elles sont précieuses et on y prend un grand soin. Donc on va vous les présenter, mais au sol. Alors vous voyez que ceux qui disent que l'aviation c'est pas un sport, eh bien on prend une vieille machine qui a un peu plus de 100 ans, on y met un pilote, on met de l'huile de ricin dans le moteur et on fait courir à côté deux charmants personnages qui empêchent l'avion de basculer. Voilà, c'est une aviation ancienne, c'est une aviation que l'on faisait à partir de champs d'aviation. De nombreux films, hein, et souvent les avions étaient aussi simplement des figurants, mais c'est vrai qu'il a dû tourner, je me souviens, avec Sylvia Montfort notamment, Les Empereurs Omega, retracer un peu la vie d'Adrienne Bolland. Le Caudron G3, c'est un avion assez facile finalement, et il a aussi accompagné beaucoup de l'observation et du bombardement aussi, les premiers bombardements. Il est devenu vite dépassé, mais en définitive, il a été beaucoup utilisé très longtemps dans les aéroclubs par la suite. Et Jean-Baptiste Salis faisait du travail aérien dans les Alpes bien après la guerre avec cette machine. Le Caudron G3, construit par deux frères, les René et Gastro Caudron, qui effectua ses débuts à quelques mètres du sol sur le terrain du Crotoy. Et lui a jeté, on était à même pas 10 mètres devant, et on lui a balancé en vol le fumet dans l'hélice. Ouais, donc l'hélice s'est arrêtée. Bien que je faisais un genre de patrouille serrée en fait en dérapage devant le d'avion pour lui balancer le filet. C'est vrai que les scènes avec le SI-5 en fait étaient... Plus ou moins, oui. Voilà, en fait il a tiré scène mémorable donc, du cinéma Indiana Jones et la dernière croisade, donc avec Harrison Ford et Sean Connery. Le P2 qui a également tourné dans un autre film, les Égarés, donc tourné aussi à La Ferté, Les Égarés d'André Téchiné. Allez, on progresse dans le temps. Et oui, l'aviation accomplit des progrès phénoménaux. Nous sommes Vous nous répondez collégialement. Qui va répondre? peut-être l'As des As. Peut-être l'As des As. Bonne réponse d'Alain. Effectivement, c'est l'un des films qui résonne bien le plus dans la mémoire, dans les mémoires du Belmondo qui joue donc le rôle d'un entraîneur de boxe en voyage à Berlin pour les Jeux Olympiques. Nous sommes dans les années 30. Et sur la route, il va prendre sous son aile un petit garçon juif poursuivi par la Gestapo, qui a été fabriqué ici à La Ferté par Jeannot. Voilà, un valeur un peu particulier. Le SE5, oui, il a fait pas mal de scènes sur ce tournage. Les 3 minutes du générique, c'est à peu près un mois de tournage sur l'aérodrome, avec des tranchées, tout un décor qui est aménagé pour représenter ce champ de guerre, avec un Belmondo qui fait des cascades, même quand on lui demande, qui était présent, pour grand dame du producteur qui s'arrachait les cheveux, de le voir faire des cascades non prévues, on va dire. Ouri était désespéré parce que Absolument. Babel était un vrai cascadeur, un vrai clown. L'avion avait été construit pour le film. Jean était en dessous, Belmondo au-dessus. Il était caché, et en définitive. On n'avait pas besoin de gommer en post-production le pilote. Ouais. Et alors il y a une scène aussi dont vous vous souvenez certainement. L'avion. Exactement, mais l'avion était remorqué en fait par un autre appareil, mais je pense que Jacques Crine à côté, on a quelques souvenirs. Ouais, alors qui achetait le filet dans l'hélice? En fait, il y avait l'avion de Québec qui était triplant et on s'est mis devant en dérapage. Le triplan, c'était un petit peu plus simple parce qu'en fait, le triplan qui perd ses ailes, il volait non pas en triplan qui perd ses ailes en vol, mais en fait, il y avait la possibilité d'avoir des ailes plus grandes. Il a volé donc en biplan en réalité, et puis en monoplan pour la... À chaque fois l'avion. C'était un mois de tournage ici, après il y a eu d'autres scènes en Allemagne ou en Autriche, je ne sais plus, avec un Bucaire. Il y avait d'autres avions qui ont participé aussi dans ce tournage.
Et c'est Pierre Dac à l'époque qui était à... Là, on se souvient d'une cascade mémorable avec un storch notamment. Alors avec le Storch, effectivement, c'est une cascade. Au cinéma, on a l'impression que Jean-Paul Belmondo va passer d'un hélicoptère sur l'avion. En réalité, il est toujours resté sur le Storch. On avait aménagé une sortie de l'intérieur du cockpit pour se tenir libre, mais il n'est évidemment jamais monté dans l'hélicoptère depuis l'avion. Jack, tu nous parles de Bebel, c'était un cascadeur, et ce que tu nous disais, on était dans la joie de vivre ici à La Ferté. Avec Bebel, alors lui, c'était comme beaucoup d'acteurs ou des gens qui sont passionnés. C'est quand il tournait, il était dans la joie, il était dans son bonheur, il exprimait. Sauf que dans le personnage qu'il avait dans le film, c'était quand même un type, voilà. C'est que James Bédé s'est retrouvé en quelques mois submergé de commandes, plus de 10 000 commandes, il faut imaginer. L'avion donc sera décliné en différentes versions. Alors à l'intérieur, tout est miniature. Grand succès de cette histoire du cinéma à la française. Classique du répertoire de Jean-Paul Belmondo. Voilà, allez. Un autre film, c'est l'univers de Steven Spielberg. L'univers de Steven Spielberg où, quel que soit le film de Spielberg, il y a systématiquement un avion un ou plusieurs avions dans tous les films de Spielberg. Vous avez reconnu un extrait de Indiana Jones et la dernière croisade est dans ce film. C'était assez compliqué à piloter, mais ça donnait toujours, regardez un peu la séquence qui arrive là où les avions s'enroulent. Il y a un avion assez moderne et il y a le biplan, il y en a un qui est en décapotable, comme on disait dans le temps. Le papa d'Indiana Jones, enfin plutôt d'Harrison Ford, et il est avec sa mitraillette. Et il est poursuivi par le P2 et là il lui tire carrément. Merci. Ouais, devant vous, vous avez le Fokker triplan. Sur un seul motard, un avion donc construit en 42 par l'ingénieur Firth, chef constructeur à l'époque aux usines Pilat. Mr. Bond, conçu par un Américain du nom de Jim Bédé, petit avion monoplace de sport destiné à la base à la construction amateur et qui a connu un grand succès aux États-Unis pour une raison toute simple. 30 chevaux puis 40 chevaux, là c'est la version du film avec un réacteur de James Bond qui dans le film Octopussy traversera une grange. Voilà. Ressortira de l'autre côté. Et puis ça demande une construction très affinée. Voilà. C'est celui de James Bond. Oui. Une réussite, c'était une réussite d'entendre sur des avions de ligne, des servitudes, donc qui pesaient 35 kg et qui consommaient rien et qui surtout qui valaient pas cher. Donc du coup, comme il n'y a pas beaucoup de place à bord du BD, on y a mis un tout petit mini-manche en fait. Comme sur les avions, c'est un mini-manche, c'est pas le gros manche qui est au milieu, parce que si on mettait un gros manche au milieu...
par là le crime silencieux, perpétré uniquement par notre esprit, à la manière douce, une onde apaisante, sans balles qui sifflent aux oreilles. Un rendez-vous sur une route déserte où notre publicitaire espère enfin comprendre ce qui se passe, mais en fait, c'était un piège. Un avion le mitraille et Thornhill échappe encore une fois. Dans cette scène, vous vous souvenez de la scène de la mort aux trousses? Gary Grant au milieu des champs. Ouais. Il joue très bien Gary Grant, hein, juste à temps. Il tombe comme Gary Grant. Superbe évolution du Stierman. Voilà, puis à la fin, dans la mort aux trousses, va apparaître Vraiment, il joue bien, il se met bien à plat. Hitchcock, qui expliquait dans un magazine américain De ce genre d'avion, c'est-à-dire beaucoup d'exercices aux commandes. Décollage, bon, c'était pas ton problème, mais c'était l'atterrissage, c'était plutôt un avion bondissant quand on rattrapait tout à l'heure. Regardez les jaunes qui se posent, voilà, boum, reboum, et boum, boum. Voilà, joli jumper on l'appelait. Et en fait, par contre, les pilotes la climatisation est un peu fraîche par contre. J'en ai pas aujourd'hui, là, il fait frais dans l'avion. La climatisation, c'est pas ça, mais c'est un avion qui vibre bien. Et d'ailleurs qui délivre de bonnes ondes. Oui, on en ressort heureux. Parce qu'il finit bien, parce que Gary Grant, Thornhill finalement, et ses avions pas assez chers. Bonsoir, je m'appelle Alfred Hitchcock. Quand les électrons tâchent de fou, nous entrons dans l'abstraction criminelle à l'état pur. Vous êtes fou. Bonsoir. L'univers d'Alfred. On peut applaudir Gary Grant. Voilà, le plongeon était exceptionnel. Le plongeon aussi beau que Gary Grant. D'avion d'épandage à l'époque, puisque dans cette attaque. Bravo Gary Grant. Le Stearman. Et la super formation des Stearman qui arrive, en W. L'œuvre sur le papier d'un ingénieur, Lloyd Stearman. Le Stearman est un Stearman, mais le Stearman est surtout un Boeing. Un Boeing donc construit par Lloyd Stearman, qui à la base était architecte, qui avait longtemps travaillé aux côtés d'un... Le jeu de la planche à bascule. Et en fait, il fallait garder la tête droite. Hein, c'était pour se faire l'oreille interne, pour garder l'équilibre, quelles que soient les positions de l'avion. Ça faisait un peu comme certains animaux qu'on mettait, comme des oies ou des canards, qui gardent toujours la tête droite, qu'on peut emmener dans les avions, parce que l'oiseau gardait toujours la verticale. Et le Stearman a donc transformé des classes, de se dire j'ai un Boeing. Au niveau de l'ego du pilote, regardez un peu la Noria. Il faut savoir que les pilotes sont des gens passionnés, ce sont pas des professionnels. C'est la maîtresse du grand méchant Van Damme tombe amoureuse de Thornhill. Le grand méchant finit mal et comme toutes les belles histoures américaines, il y a une morale. Les films d'époque, il y avait toujours une vraie justice. Les méchants étaient toujours punis. Et il y a une morale. Ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants. Les avions finales, l'atterrissage du Stearman. Là, on se tient. Posé. C'est plus facile qu'hier. Posé, pas cassé, contrôlé, ça c'est du boulot. Car aujourd'hui, on a le vent. On a des notes ici. Hein. Tim et Pierre ont prévu des notes pour les atterrissages. À chaque fois, vous allez voir, ils lèveront leur petite. Allez. Ah, oui. 1, 2, t'as pas un. Ah, ils sont bons, ils sont bons. 5, 6, 7. 7 Stearman dans l'air. Voilà, c'était facile. Philippe.
assurer la formation de ce magnifique. Et des passagers. L'avion qui était l'aviation. Devant nous, le décalage de l'Antonov 2. L'avion rustique et l'avion russe qui se posait, qui décollait de pistes courtes, qui devait décoller par moins 45 pendant 45 jours et encore c'est à peu près d'un saut d'un premier étage et demi de deuxième étage. Ils arrivent. Voilà, langage des parachutistes du raid. Alors, donc pour l'histoire, je vais aller jusqu'au bout. La première opération aéroportée de l'histoire est considérée comme étant un véritable raid. Un objectif stratégique. Ça, c'est de la dextérité, de l'entraînement et du courage. Vous voyez, on atterrit pas brut. Ont été construits ici, sur le terrain de Cerny, sur l'aérodrome de Cerny et la Ferté-Alais. Ils sont aujourd'hui dans... Il y a tous ces équipages là, qui vont nous faire une démonstration magnifique. Décalage de notre DC3. Juste au-dessus de nous. Dans toute l'histoire de l'aviation depuis les débuts de la vie. A duré près de 10 mois. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce film, le jour le plus long, ayant été tourné seulement 17 ans après le débarquement, on est en 1962, eh bien, de nombreux acteurs étaient déjà avaient été militairement engagés durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les planeurs qui ont participé, qui a joué un rôle considérable, c'est le DC-3. Le DC-3 piloté par des gamins, là aussi, d'âge 20 ans, 20, 25 ans pour les plus vieux, 2 pilotes, un navigateur. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, se sont transportés, se sont envolés vers la France. Le propriétaire, son patron était Donald Douglas, un ingénieur d'origine new-yorkaise, qui avait fui New York à cause de la pluie, du mauvais temps l'hiver. Il était parti s'installer en Californie avec sa femme et ses 2 enfants, son chien, parce qu'il en avait marre de la pluie. Parti avec un capital de 500 $. Il avait loué une petite boutique, une ancienne boutique. Ces avions, le Douglas DC-3, qui jouera un rôle considérable pendant le débarquement.
DC-3. Ces deux moteurs Pratt & Whitney de 1100 chevaux, à l'intérieur 24 pouvaient sembler totalement révolutionnaire pour l'époque. Un galet. Le galet, c'est le petit office, une sorte de mini-cuisine pour les hôtesses. Ouais, exactement. Toucher des roues remarquables du DC-3 et on garde la queue. Voilà. On reste sur le roue et on pose la roulette de queue, donc on y installe. Oh, que c'est beau. Commercial, moderne. Après la guerre, nombre de ces avions ont été exposés. Façon de parler, stockés plutôt dans les déserts américains au sec, notamment en Arizona, et c'était tombé sur un officier installé dans une espèce d'Algeco avec leur bombe 24 DC-3 et avec un bon accent de l'Arizona. Le gars lui avait dit, écoutez, il y en a des centaines, allez vous servir. Et ça pose un peu partout, quand ça se pose en 400-500 mètres. On en a même vu il y a quelques années se poser, je ne sais pas si tu y étais, Jacques. D'ailleurs, l'un de ces DC-3 sur un altiport, sur l'altiport de Megève, où nous avons aujourd'hui quelques représentants qui sont venus en avion avec des mousquetaires de Megève. Et Axel avait fait le boulot. Donc tu disais, Jacques, ces avions, effectivement, on en voit encore beaucoup. Preuve, on en a aujourd'hui 3 rien qu'ici à la Ferté-Alais, et pas forcément aménagés sur des terrains sommaires. Et ils ont résisté partout où sont allés. Il y en a partout dans le monde. J'ai retrouvé une ancienne élève que je connaissais bien, qui est en Nouvelle-Zélande, et qui fait partie d'une petite compagnie de transport avec encore des DC-3. Et c'est ce qui est intéressant, c'est la durabilité et l'éternité de DC-3. C'est un panache et élégance, virtuosité. Et vous pouvez aussi admirer le passage de Mustang. Voilà, le P7, à partir du moment où il est bien entretenu. Il avait une cellule qui était pas. Voilà, les 3 DC-3 et le dernier à se poser, le DC-3 de la famille Battisti, militaire de tous les temps. 6 juin 44, le D-Day. Eh bien, navigant, le Loadmaster spécialement entraîné à cette mission. 3, 2, 45 mètres de long et 43 mètres d'envergure pour une masse maximale de 141 tonnes. En comparaison avec ses prédécesseurs, 300 sur A400M. Son copilote est le capitaine Alexandre, dont c'est la première saison et qui compte 1800 heures de vol, dont 1500 sur A400M. Et à bord également l'adjudant Loïc, dont c'est la deuxième saison et qui totalise plus de 2100 heures de vol sur A400M. Et vous pouvez saluer ce passage basse altitude et grande vitesse. Ce type de vol est représentatif des manœuvres effectuées sur un théâtre d'opération. Cette capacité à voler bas et très vite concourt à 70 nœuds, soit environ 500 km/h. Son objectif est de générer un effet de surprise en évitant les axes de finales habituels. ce type d'approche est généralement suivi d'un atterrissage afin de ravitailler les troupes au sol avec jusqu'à 37 tonnes de matériel ou lors d'un posé d'assaut pour un débarquement de troupes de combat et de véhicules armés. Dans quelques instants, vous allez vivre en mode action et en tant que personnage principal la prochaine figure.
l'inclinaison qui amène l'appareil à la limite de son domaine de vol s'effectue avec un taux de roulis de 30 degrés par seconde, ce qui est impressionnant pour un tel appareil. Il offre aux équipages des possibilités évasives à l'aide de manœuvres. Le déflecteur déployé juste devant celle-ci ne sert pas qu'à accrocher les stars de cinéma américaines, mais bien à protéger les parachutistes du vent relatif au moment de leur saut. Ambassadeur de l'armée de l'air et de l'espace, 424 l'avion. Je suis sur l'avion. Crucial dans les opérations de secours et d'aide humanitaire. Un pont aérien intensif a été mis en place entre La Réunion et Mayotte avec jusqu'à 11 rotations quotidiennes. A400M français ont été déployés pour transporter du personnel d'urgence et des fournitures essentielles vers Mayotte. Un A400M a été spécifiquement dédié à l'emploi quotidien de 23 tonnes d'eau vers Mayotte. Au total, ce sont 7 A400M. Grâce à la puissance de 44 000 chevaux développée par ces 4 moteurs, l'Atlas a repris de l'altitude et a rapidement dégagé l'axe de piste, lui permettant d'apprécier la forte pente de montée à la vie. Vous pouvez les saluer. Je repasse la parole au capitaine Alexandre. Une remise des gaz et terminé sa présentation avec un départ spécifique zone de menace à destination de son terrain de départ, la base aérienne d'Orléans, pour ne pas endommager cette magnifique piste du terrain de la Ferté-Alais. Il s'agit d'une technique au cours de laquelle l'avion accélère à 100 pieds au-dessus de la piste, soit une trentaine de mètres, avant de cabrer de 30 degrés pour sortir de la zone protégée d'une base aérienne projetée, par exemple. Cette manœuvre permet de se soustraire le plus rapidement possible des menaces de la basse altitude. La présentation est maintenant terminée, mesdames, messieurs et vous les enfants. Toute l'équipe de l'A400M Tactical Display est très fière de vous avoir montré un échantillon des missions des équipages de transport.
installation aérienne avant donc d'anéantir la flotte de cuirassés américains dans le port de Pearl Harbor. Oui, je crois que l'ours américain avait été réveillé. Roosevelt n'avait pas avant Pearl Harbor de l'Europe continentale. Et c'est seulement à la suite de cette bataille que la mobilisation américaine, à la fois politique, industrielle et économique, devient entière. L'ours s'était réveillé, l'ours mis en route un ensemble, centaines de milliers de véhicules et de chars. Certes, Yamamoto et l'Empire du Japon avaient gagné une bataille, mais ils avaient déjà perdu la guerre. Et évidemment, pour la perdre, il fallait 4 ans de longs combats. 4 ans est une sorte de piège que les Américains vont tendre quelque part aux Japonais, car ils ont intercepté, ils ont le renseignement. Ils ont l'information selon laquelle une bataille pourrait. Ils lancent un piège sur un message qui indique que le système d'assainissement dans chaque azimut et donc couvrir 360 degrés autour de la flotte qui est basée non pas à côté de Midway mais par sécurité a été localisée un petit peu plus loin de combattre. Et ce qui est assez surprenant, c'est on a des metteurs en scène, on a une direction des vols exceptionnelle qui met tout ça en musique et qui coordonne cette chorégraphie. Allez, on les cite tous ou pas? Allez, on les cite tous. On donne les prénoms. Allez. Dans les T6, sous les zéros transformés en T6, on a Jean-Marc, on a Pierre, on a Franck, on a Thierry, on a Marc, on a François, on a Charles-Henri, on a Fred, on a Mathieu, on a 2 fois Mathieu, parce qu'il y a 2 Mathieu. Même assez différent, parce que d'abord il est monomoteur, ensuite il est plus puissant, c'est un avion de chasse. L'un des avions de ligne les plus propres de sa génération. Il s'agit d'un Airbus A330 Neo pour la compagnie qui a transporté plus d'1 million de passagers en 2023 et après avoir traversé une période où les vents étaient quelque peu contraires, où certains pariaient sur sa disparition. Elle a su, grâce à son président Pascal Desaguirre, redresser la barre, sortir des difficultés financières pour gagner de l'argent et pour pouvoir vous présenter aujourd'hui à La Ferté cet Airbus A330 Neo. Une flotte donc désormais 100% Airbus pour Corsair, qui place donc la compagnie parmi les compagnies les plus modernes au monde, les mieux équipés. Et Corsair qui a bossé longtemps aussi ici à La Ferté. C'était un vrai passionné, c'était Fred. Et Baptiste, Brice, vous allez nous en parler, dire quelques mots, nous parler de Fred. Effectivement, autour de nous, on a des gens exceptionnels. Exceptionnels qui nous permettent de faire voler ces avions, qui sont des hommes de l'ombre quand il y en a tant. Des gens fantastiques comme vous pouvez l'être également, comme vous avez autour de vous. Et aujourd'hui, on a le plaisir, grâce à Corsair, de rendre hommage à l'un et l'autre. Et voilà, on ne l'oubliera pas, c'était quelqu'un d'extraordinaire et que, comme tout à chacun, vous pouvez l'être pour les autres. L'un d'entre nous est parti et aujourd'hui, on a tous une très grande pensée pour lui. J'étais là ce matin depuis je pilote chez Corsair depuis un certain nombre d'années, près de presque 30 ans. Et son copilote, Johan Chagnol. Regardez plutôt.
Top, Give Me How You're Loving, donnez-moi votre amour. Un gars un peu particulier. C'est un Anglais qui nous est venu vendredi par une météo anglaise, c'est-à-dire qu'il a traversé la Manche par marée basse avec un ciel gris et un drôle d'avion international avant d'être jugé trop petit, justement, trop petit pour que les juges puissent bien voir les figures et se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et notre Rich Goldwing, votre attention s'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. Le petit Thibaut âgé de 6 ans, petit garçon métis avec les cheveux courts bruns, a été perdu par ses parents. Il est ici pour votre attention. Alors le pits a été sans surprise inventé par un Américain qui s'appelait lui-même Curtis Pitts. C'était à la fin des années 40 et il avait fait avec les molécules. Il avait construit ce petit biplan avec un moteur à l'origine de 50 chevaux, ce qui était évidemment assez peu. Et il en avait fait un avion assez efficace pour courir des compétitions de voltige aux États-Unis et populariser progressivement cet avion. Mais aussi curieux que ça puisse paraître, c'est une toute petite jeune femme qui un jour, devenant pilote de Pitts, a fait du Pitts une véritable star des meetings aériens et plus tard des compétitions de facilité. Elle avait rencontré Pitts, elle avait construit ou acheté, je crois plutôt acheté un avion déjà construit, puisqu'on construisait ces avions soi-même, hein. C'est pas des avions industriels au départ. Et Betty Skelton se retrouve au début des années 50 dans un championnat aux États-Unis. Imaginez à l'époque, les pilotes ont tous des blousons de cuir, ils ont survolé le Pacifique, ils ont survolé Bordeaux. C'est une fusée. Oui, c'est la surprise du jour. On avait un gros bimoteur, et là maintenant on a le plus petit. Voilà, Betty Skelton, elle va championnat de voltige, et face à ces machos surdimensionnés, il se trouve qu'elle rétame tout le monde, elle devient championne des États-Unis, elle gagne. Voilà. Et elle renouvelle l'expérience plusieurs fois, elle popularise l'avion. Monsieur Pitts progressivement se dit tiens c'est sympa, il y a des moteurs de plus en plus puissants jusqu'à 260-300 chevaux. Et puis un jour il y a un Anglais, celui qui est devant nous, Richard Goodwin je crois. C'est ça. Qui lui s'est dit mais je vais transformer cet avion, je vais ajouter 2 réacteurs, un de chaque côté du fuselage et je vais construire cet avion. Voilà, pour en faire le Pitts le plus motorisé du monde, en quelque sorte. Un avion qui est, c'est très rare pour des avions, surtout à hélice, capable de réaliser des accélérations en montée. Et en plus, il le fait alors qu'il est vraiment en vertical. Vous l'avez vu il y a quelques instants. Il y a très peu d'avions qui peuvent accélérer en montée, enfin, parmi les avions à hélice. Je crois que parmi les grands avions qu'on connaît, il y a le Mustang, qui est un des très rares qui peut au début d'une montée prendre un peu de badin. Mais voilà, le Pitts, non, c'était pas possible et pourtant la démonstration est faite devant nous que c'est possible. Alors tu l'avais dit, hein, elle avait appelé son avion Petit Putois. Et oui, parce que Betty, c'était une jeune femme comme toutes les jeunes femmes de l'époque. Et elle ira d'ailleurs très loin, elle ne fera pas que de l'aviation, elle fera
La course automobile aussi, elle deviendra astronaute dans quel programme? Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Le petit Thibaut de 6 ans, enfant métis avec les cheveux courts, a été perdu par ses parents. Il est vêtu de sandales, d'un petit treillis, d'un pantalon treillis, d'un sweat gris-noir avec des rayures jaunes et de lunettes de soleil rouge. Si vous trouvez l'enfant, merci de le ramener au PC gendarmerie situé près du poste de commandement Croix-Rouge et SAMU. Merci. Voilà le petit Thibaut qui cherche ses parents. Donc revenons à Betty Skelton. On a dit qu'elle a été pilote de course, elle a été astronaute. Elle a été enrôlée dans l'équipe d'astronautes du programme Mercury, mais à l'époque, bien qu'étant compétente, on a jugé qu'elle n'était pas apte à voler dans l'espace. Donc elle sera astronaute sans jamais voler dans l'espace. Heureusement, ce sera quelque chose de corrigé plus tard par d'autres jeunes femmes, ou moins jeunes. Musée à Washington, il est accroché dans une des salles parce qu'elle a profondément marqué le monde des meetings américains dans les années 50, 60 et 70. Très très spécial de... Voilà. Sur le Sukhoi. C'est facile comme tout. Il est arrivé de la même façon, avec 25 nœuds plein travers vendredi soir, sous une pluie battante, et facile quoi. Finger à l'anglaise, finger in the nose. Hein. In the nose. Allez, là on l'a pour Rich Godwin. Salut Richard. Bravo. Salut Richard. Ah ben, directement au réacteur. Comme chaque année, la Patrouille de France a créé une nouvelle série en changeant un tiers de ses pilotes et la place de chacun. Cette année, les deux intérieurs au plus proche du leader sont le capitaine Klein et Rosé, respectivement Athos 2 et Athos 3. Tous deux ont réalisé leur carrière sur différents types de Mirage 2000 avant d'intégrer la Grande Dame. Chaque pilote est identifiable grâce à un numéro et un avion. À la tête de la patrouille Athos 1, le leader qui a guidé l'équipe dans la conception de cette démonstration 2025. Il s'agit du commandant Alexandre Richard, pilote de Rafale. Il totalise plus de 2000 heures de vol sur avion de chasse. Sa troisième année au sein de la Patrouille de France, le capitaine 3, Athos 7 et extérieur gauche. Ce pilote expérimenté a effectué sa carrière opérationnelle sur Mirage 2000 et Rafale avant de devenir instructeur sur Alpha Jet. Il vole tout au bout à gauche de la formation en fumée rouge. Observez la symétrie des écartements des avions.
Vous allez avoir en haute figure de ce tenant envoyé un pont visuel sur cet effet plateau, extrêmement compliqué à maintenir dans une formation à 8 appareils. On va construire un deuxième et un 8 papiers. 3, 2, on y va. Et le tenant envoyé à peine terminé, voici votre patrouille qui part sur une boucle pure. De l'autre côté de la patrouille sont symétriques, le capitaine Amara, Athos 8. Ensemble, ils doivent anticiper les trajectoires afin de tenir leur place à des distances. Rappelons-le, la patrouille de France est une unité de l'armée de l'air et de l'espace dont la mission est de mettre en avant le savoir-faire de l'aéronautique française, l'excellence des aviateurs et plus généralement de l'ensemble des militaires qui au quotidien participent à la défense de la France et de ses concitoyens. Volant à moins de 2 mètres derrière le leader, dans certaines formations se trouve Athos 4, le commandant Baudouin, charognard de la patrouille de France 2025. Ce pilote de Rafale est en première année au sein de l'équipe. Il s'inscrit dans les traces du leader en vol comme au sol, afin de s'en inspirer et de devenir à son tour leader l'an prochain. Et le président de l'association est présent ce jour avec nous. Et Guy, nous te saluons pour le travail accompli au quotidien. Regardez sur votre gauche le retour de votre patrouille de France, mesdames et messieurs, en formation flèche, qui va partir pour une bouclée en rebondi. La patrouille de France est composée de près de 80 personnes représentant l'ensemble des savoir-faire de notre institution. Pilotes, mécaniciens, agents d'opération, photographes, officiers communication ou encore personnel administratif. Alors vous pouvez observer les avions qui sont d'aile à aile à moins de 2 mètres en formation diamant, la formation de base de la patrouille de France. La boucle s'enchaîne. Et sur l'ordre du leader, le commandant Richard, eh bien, la patrouille se dilue en formation un peu moins serrée, ce que l'on appelle la formation moyen relax. La démonstration que vous regardez est le fruit d'un travail acharné durant la période hivernale. D'octobre à mai, la patrouille vole 2 à 3 fois par jour et effectue 2 séances de sport quotidiennes sous la responsabilité de l'adjudant Bruno. La patrouille va maintenant passer de la formation moyen relax à la formation losange. Le commandant Baudouin, Athos 4, va se retrouver tout à l'arrière de la patrouille pour ça. La figure suivante est une nouveauté de la saison 2025. En fusionnant avec le noyau du box avant, le charognard va scinder le box arrière en particules isolées. C'est la fission, en hommage à tous les militaires qui assurent en permanence la mission de dissuasion. Alors vous pouvez bien évidemment les applaudir car la météorologie aujourd'hui avec cette vase et ces nuages vers 4500 pieds, eh bien on est vraiment aux limites
de ce que l'on peut faire pour vous présenter cette démonstration. Ils sont emmenés par le capitaine Godet, Atos 5, pilote de Mirage 2000-5 et instructeur sur Alpha Jet. Il est le premier solo de la Patrouille de France 2025. Reste attentif, observez bien. Du dynamisme et de la symétrie. Frisson garanti pour vous. Deux autres, Atos 6 et Atos 8. De nos extérieurs. Suivi dans la foulée, et bien du retour sur... Ils se rapprochent l'un de l'autre avec une vitesse relative de 1200 km/h à seulement 30 mètres du sol. 800 km/h, 30 mètres du sol. Appréciez ce croisement. Jet, et dans quelques instants, la prochaine figure pour vous et pour notre association, n'est-ce pas? Tout à fait, c'est certainement le plus grand cœur que vous puissiez voir puisqu'il fait 1500 mètres de haut. Mais n'oublions pas que 365 jours par an, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, l'armée de l'air et de l'espace est engagée avec dévouement et détermination pour votre protection. Ainsi, nous voulons aussi, par ce cœur, soutenir... Et oui, cette figure est appelée la Miroir Mate. Atos 7 va effectuer une barrique en vol d'eau pendant que son coéquipier Atos 8 va le suivre en formation miroir. Because he was, et en effet, il est sur le dos, Atos 8, le capitaine Amara, à présent Atos 7 sur le dos avant la sortie de cette figure. Les extérieurs de la saison 2025. Clédine, Atos 5 en rouge, va enchaîner les tonneaux lents pendant qu'Atos 6 effectuera des barriques autour de lui, symbolisant les deux roues d'un même engrenage. Mon colonel, savez-vous en qui on donnera cette figure? Eh bien, cette figure a été construite en hommage à nos mécaniciens parce que, eh bien, sans eux, ces vols et ces démonstrations ne seraient pas possibles. Et je vous salue au nom de toute l'équipe, mesdames et messieurs les mécaniciens de la Patrouille de France 2025. Qui vont vous conduire vers le reste des Atos. Cette figure appelée Marin la Mêlée est en l'honneur du célèbre as français de la Seconde Guerre mondiale. Et oui, as de la Seconde Guerre mondiale, tombé au champ d'honneur le 4 février 1945 et parrain du Grand de Troyes-Champagne. Petit clin d'œil. De la volupté dans cet arabesque. Les droites de relèvement sont presque parfaites et c'est un superbe travail accompli. Fruit vraiment d'un entraînement hivernal des plus rigoureux. Française. Un avion sur le dos, regardez ce croisement. Inversion, centre superposé. Comme on le dit dans le jargon militaire. Attention, ils reviennent pour un croisement chandelle. Ça tire sur le manche, ça cabre, ça tourne la tête pour acquérir le visuel et ça part se rassembler vers 3500 pieds. Le Alpha Jet sur le dos et sur la tranche. Un avion sur le dos, deux sur la tranche, les deux derrière qui barriquent autour, la Sheriff LG 2025. Et oui, le vol dans de telles configurations n'est rendu possible que grâce aux exceptionnelles qualités de vol de l'Alpha Jet, qui fait le bonheur des pilotes et mécaniciens de la Patrouille de France depuis... Je dirais même qu'il est chouchouté. Hein. Et sur la gauche, le retour. Dépannage.
pèlerinage tricolore ici à La Ferté-Alais, sous ce soleil radieux. Cette figure, elle est appelée Fouga en l'honneur du célèbre Fouga Magister. Ce magnifique avion a servi à la patrouille de France de 1964 jusqu'à l'arrivée de l'Alpha Jet en 1981. Votre attention, s'il vous plaît. Deux messages importants. Madame Charbonnier Mélanie. Madame Charbonnier Mélanie. Piper, tu me reçois? Piper Cub, est-ce que tu me reçois? Passé là. Eh le 4, c'est ton instructeur à la radio. Je t'avais dit de rien toucher, de m'attendre. Qu'est-ce que tu fous, bon sang? Je sais pas ce que j'ai foutu, moi, ton truc il est parti tout seul. Mais qu'est-ce qui t'a pris de mettre tes gaz à fond? Les gars ont dû se mettre tout seuls, j'en sais rien, moi. Bon, on va d'abord réduire la manette. Réduis la manette, les gaz à moitié, essaye de mettre ton nez sur l'horizon, là. C'est quoi les gars? Où c'est les gars? C'est l'accélérateur. L'accélérateur comme une voiture, c'est au pied ou quoi? Mais c'est la manette que tu as sur ta gauche. Quand tu pousses, tu accélères, et quand tu tires, ça ralentit. Et c'est quelle pédale? Il y en a 4 ces pédales. Ah, mais t'as plus qu'à ramener... Bon, bah t'as plus qu'à ramener l'avion tout seul. Mets les pieds sur les palonniers, devant toi, il y a 2 pédales. Alors, bah attends, il a pas mis ça. T'appuies le pied à droite pour aller à gauche ou le pied à gauche pour aller à droite? Bon, là, il faut que tu te calmes maintenant. Oui, bah écoute, je suis calme, tu vois bien que je suis calme. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Deux messages importants. Madame Mélanie Charbonnier. Madame Mélanie Charbonnier. Ne prends pas trop de cabré. Il faut que tu te calmes maintenant. Tu veux aller à gauche, tu mets le manche à gauche ou tu le mets à droite? Bon, virage à gauche et virage à gauche. Allez, virage à gauche. Et l'embrayage. Et l'embrayage, où il est? Bon, arrête tes bêtises et réduis un peu la vitesse. Là, tu vas passer en supersonique, là. Alors ouais, cette vitesse, comment tu changes de vitesse là-dessus? Piper Cub. Tu es dans un Piper Cub à La Ferté-Alais, bonhomme. Et là, t'es hors service, hein. Ouais, bien sûr qu'il faudrait peut-être revoir un peu votre pédagogie. Ah, bon, voilà, tu retrouves tes esprits. C'est une bonne nouvelle. D'abord, il est parti à toute vitesse. Je suis en première, je suis en troisième, je suis quoi? Bah là, t'es en deuxième. Mais t'éloigne pas du terrain. Vole à plat. Fais de grands virages. Fais de grands virages comme... Bah oui, mais il faut qu'on joue. Des arbres, il y a des arbres. Bah tu te poses sur la piste, tu l'as à ta gauche, là, sur la piste. Allez, retour au travers de piste. Et trop petite la piste, Ah, le 4, la piste est dans l'autre sens. Là, tu es en travers. Reviens sur la piste par ta gauche. Bon, pas par la droite. Bah, la droite si tu veux. Mais je sais pas le faire. Ouais, alors là, j'en ai marre, vraiment, j'arrive pas. Et puis, regarde, maintenant, il tourne. Mais je me descends. Bon, là, t'es parti pour descendre, regarde. Tu mets le nez par terre, tout va bien. Allez, le manche à gauche. Allez. Tourne droite. Tu mets du manche à gauche. Vers à gauche. Tu as l'assiette à piquer. Tu pousses un peu les gaz, tu surveilles ton badette, tu gardes la bille au milieu en mettant du pied à gauche. Voilà, c'est pas mal. Redresse les ailes horizontales. Et pas dans les arbres, pas dans les arbres. Te voilà, te voilà. Bon, allez, les ailes horizontales, redresse le nez. Bon, alors d'accord. Ouais, c'est pas mal, c'est... Tu repars là? T'en veux encore? Ah
dans un pétard. Alors, on pousse un peu sur le manche, on vient par la gauche. Tu vois la piste? Et là, attention, tu tires, tu redresses. Aïe, aïe, à gauche. Ne tire pas sur le monde, repousse, bon sang, bonsoir. Voilà, ça c'est bien. Allez, tout droit, là, tout droit. Et ne remets pas sur les arbres. Cabre, pas trop. Allez, reviens par la gauche. Voilà, c'est bien. Maintenant, redresse. Réduis les gaz. Pousse un peu sur le manche dans un pétard en sucre. Tu vas faire un trou par terre. Voilà, laisse faire, il va se poser tout seul. Laisse faire. Attention à l'aile, attention. Et réduis, tu vas. On n'y arrivera jamais. Ne remets pas les gaz dans un pétard en sucre. On va y passer la soirée. Sur les arbres. Il est vraiment pas doué, hein. Bon, par là, ok, c'est pas par là qu'il ne cabre pas. Bon, là t'es bien parti. Baisse le nez, continue. C'est bien, redresse. Réduis les gaz. Réduis les gaz, voilà. Facile avec lui. Remets le manche en derrière. Mets le manche en derrière. Bien. Oh, bah mets plein gaz, attends, ça va faire boum. Allez. Allez, les gaz en arrière, tu freines doucement, poser. Maintenant, on s'arrête. Poser, pas casser, c'est gagné. Voilà. Bon, plaisir d'être. C'est pas pareil. Dans le rôle de... Voilà. Jean-Pierre Lafille, le pilote, celui qui parlait, le vrai pilote Stéphane Canu à bord de son Piper. Allez. Samson, mais son petit nom c'est le Cricri. Samson Cricri. Samson fabriquait des moteurs, mais aussi des avions. Nous sommes effectivement dans les années 30 et fabriquait des voitures aussi, oui. Mais nous sommes au milieu des années 30 et c'est un avion conçu par un certain ingénieur Paul Deville, donc au milieu... 1935 pour être précis, et qui à l'origine était destiné aux sections de l'aviation. On construit la ligne Maginot et on se croit plus ou moins à l'abri d'une menace qui bouge, c'est la menace du nazisme, le nationalisme à l'époque. C'était le privilège d'être pilote. Et donc on crée un grand mouvement qui restera, puisqu'on en parle encore aujourd'hui, 90 ans après, celui du mouvement de l'aviation facile à mettre en œuvre qui permettait de former des pilotes. Alors on le fit avec bien sûr des avions, mais aussi avec des planeurs. Voilà, le Cricri, le Samson qui vient délicatement de se poser devant nous, est l'exemple même de ce mouvement, du résultat. Tout au long des années 20 et années 30, on avait formé des pilotes. On avait formé massivement des pilotes. En Allemagne, en commençant par le vol à voile, c'est-à-dire le planeur. Gérard Fiesler, qui était un ancien champion de voltige. C'est un avion qui accélère extrêmement doucement, qui prend du temps, mais
mais ça vole, ça fait du surplace. Le Storch à la base était un avion d'observation. Il fallait trouver des méthodes différentes, trouver des avions capables de se poser sur un terrain de football, des avions qui étaient capables aussi de voler extrêmement bas, parce que vous imaginez bien que l'avion n'est pas blindé, donc extrêmement vulnérable, et pour ça, il faut, si on veut se protéger, il faut voler au ras du sol, ou en tout cas au ras des arbres. Alors le Storch, effectivement, ça décolle extrêmement lentement. Un dos qui était dirigé par un sinistre personnage, Skorzeny. Skorzeny qui fut un commando d'Hitler, célébré par Hitler, et qui survécut d'ailleurs à la passer et écouter ces trois moteurs. Une formule moderne en 1930, obsolète en 1935. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les moteurs étaient de faible puissance et d'une fiabilité moyenne. Donc on avait imaginé aux États-Unis et en Allemagne aussi des avions trimoteurs. C'était un élément de sécurité. Le Douglas DC-3 qu'on a vu voler tout à l'heure à 3 exemplaires a balayé tout ça dès 1935-36 avec 2 moteurs fiables, robustes, très performants, très puissants. Effectivement, lorsque Hitler lança l'opération Barbarossa qui correspondait à simplement l'invasion de la Russie. Vive le Normandie! Eh oui, bravo le motard! De Gaulle représentait la France. Et il représentait ce qu'on a appelé plus tard la France libre. Et parmi eux, effectivement, il y avait des aviateurs. Il y avait aussi des marins, il y avait aussi des hommes au sol, des fantassins. L'intuition de Gaulle fut d'être présent sur le front de l'Est en envoyant un régiment qui était modeste. Il s'appelait le groupe Normandie. Achtung, Franzosen. Voilà, le Junker nous passe devant nous, c'est un vrai plaisir de voir cet avion. C'est le dernier en état de vol dans le monde, c'est le dernier, c'est le seul. Et il est mis en œuvre par l'amical Jean-Baptiste Salis qui est de la guerre d'Espagne. Et parmi ces avions représentatifs de cette aviation allemande, de cette Luftwaffe, le Junker 52 et le Storch. Le Storch qui, aérodynamiquement parlant, est une sorte d'anomalie, on dirait un gros moustique. Rappelons-nous que l'Allemagne s'était associée avec la Russie, avec le pacte germano-soviétique. Mais les pactes sont souvent... Mais c'est les bras qui refusaient la captivité, refusaient cette capitulation, décidaient d'aller sur des Yak 3. On leur avait à l'époque proposé de voler sur des appareils occidentaux, notamment des Hurricane, sur des Spit, et d'une hélice elle-même dérivée d'une hélice américaine Hamilton. Et le nez de ces avions fut peint aux couleurs françaises. Bleu, blanc, rouge. Bleu, blanc, rouge. Et les pilotes français s'étaient donc rapidement familiarisés avec ces Yak et leur première mission de guerre, ils l'effectuèrent Yak. Et les pilotes allemands avaient beaucoup de respect pour les pilotes du Normandie-Miami. Ils étaient venus se poser, écouter le Yak. Il est sorti en 1984. Il s'agit d'une adaptation du roman semi-autobiographique de James Grant Ballard, publié en 1984. Donc pour répondre aux besoins urgents de chasseurs supplémentaires, notamment pendant la bataille d'Angleterre, il s'était rendu à l'Institut aérodynamique. Nous volerons sur avion russe.
sur ces Yak 3, des Yak 3 de petits chasseurs monoplaces. On va en siffler. Retour au cinéma, porté par Christian Ball, qui est séparé de ses parents pendant l'invasion japonaise de Shanghai durant la Seconde Guerre mondiale. Il sera interné dans un camp de prisonniers où il doit apprendre à survivre dans des conditions extrêmement difficiles. Et dans ce film, il y avait un avion mythique que vous voyez évoluer au-dessus de nous aujourd'hui, qui est arrivé d'Angleterre pile hier midi. Oui, directement d'Angleterre. C'est un North American, le P-51, c'est la version D. Son nickname, son surnom, c'est le Master. C'est un avion qui n'aurait pas dû voir le jour. Il est curieux de le présenter ainsi, mais c'est un avion qui n'avait pas été commandé par l'armée américaine, mais par contre, sont insuffisantes. Donc les Britanniques se tournent vers les États-Unis et envoient une commission qui va chercher à approvisionner des avions. Ils se tournent vers Curtiss et en particulier vers construire le T6, un excellent avion d'entraînement qui construisait aussi le B-25. D'imaginer un avion. C'est un avion dessiné par un Allemand qui avait fui l'Allemagne nazie. Un certain Edgar Smith. Et on lui avait parlé d'un profil laminaire, qui était largement composé de militaires issus eux-mêmes des colonies. On a l'impression que le Mustang applaudit à l'atterrissage. À la verticale de Béatrice, train et volet sorti, 1200 pieds, 90 nœuds au badin. C'est un peu les fesses, le coin est malsain. On longe. Voilà, saluer qui explore l'Empire du Soleil, qui explore des thèmes. Bien dire là, ça envoie. Il est construit et surtout fait utiliser par la Navy de nombreux avions. Le premier, c'était le Wildcat, un petit avion. Un petit chasseur très efficace qui affronta les héros japonais au tout début de la guerre. Puis un appareil beaucoup plus puissant, le L4, grosse bête, gros moteur. Et puis oui, cet avion né en 1945 fut utilisé sur plusieurs fronts. Il fut utilisé en Corée. Et puis lorsque la France dut combattre contre une force politique qui s'appelait le Viet Minh et qui avait pris le choix de l'indépendance d'une colonie française, l'Indochine, la perle des colonies françaises, eh bien, la négociation d'indépendance qui avait commencé en 1945-1946 à l'issue de l'occupation japonaise échoua et se transforma en une guérilla qui concernait finalement assez peu la France, en tout cas les hommes politiques français. Des tirailleurs sénégalais, une légion constituée largement d'Allemands issus de la Wehrmacht. Eh bien, vivait cette guérilla et un général, le général Navarre, prit la
décision d'essayer de créer un affrontement direct tout traditionnel. Et donc un lieu fut choisi. Ce lieu, c'était une cuvette au milieu des montagnes dans le nord du Vietnam, de ce qu'on appelle aujourd'hui le Vietnam. C'était Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, une cuvette entourée de collines. L'état-major baptisa les collines de noms de jeunes femmes, où le Viet Minh ne subirait l'artillerie française et l'aviation française. L'opération commença par l'opération Castor en décembre 1953, se conclut le 7 mai 1954 par une... sur tous les autres et remporteront cette bataille. Dien Bien Phu, qui a également fait l'objet d'un film au cinéma, film réalisé par Pierre Schanderfer, sorti en 92. C'est le récit d'un reporter américain, Edward Simpson, envoyé à Hanoï pour couvrir. Alors ça représentait 15 heures de vol. Et on avait 16 heures d'autonomie. C'est-à-dire qu'il y avait un gros réservoir en caoutchouc à l'intérieur du DC-3. Et puis bon ben, allez, en voiture Simone. Et je peux vous assurer, c'est long 15 heures dans un avion à deux, au-dessus du pain. Et on avait donc les trois convoyés. Arrivé à Pearl Harbor, tristement connu, on est rééquipé tous les avions et on a redécollé pour se poser pour la première fois sur la grande île après Pearl Harbor, donc c'était Tarawa. Alors là, c'était un peu plus court. Et on avait toujours nos 6000 litres de carburant. Et il est arrivé ce qu'il faisait à l'époque, on a pris ça pour un orage. Parce que je suis pas certain, si on avait su que c'était un typhon, si la peur ne nous aurait peut-être pas fait prendre des décisions oui, pas très bonnes d'ailleurs. Pas très bonnes. Parce que la peur, des fois, ça engendre un peu la bêtise. Hein. À 3 DC-3 partie. 3 Dakota qui ont... C'est le réentoilage des gouvernes. Moyennant un don de 20 € qui pourrait nous aider à mener cette opération, vous pourrez visiter l'avion et avoir des explications. Et éventuellement, si vous passez par là, acheter aussi le livre de Michel Bézi qui a opéré cet avion. Et c'est parti, check des fumées. De l'unité en fin de saison. Et ça y est, ils ont effectué leur prise d'énergie en gagnant de l'altitude. C'est le début de la démonstration avec la première figure, la boucle, qui sera suivie d'un rétablissement. Toutes les manœuvres sont dictées et guidées par la voix du capitaine Murray, donc leader de la formation, qui se trouve tout devant. Et qui va leur donner les divers branchements de fumigène, des coupes parfumées, des changements de formation, tous les tonneaux que vous pouvez voir. Tout ceci est guidé à la voix. Les équipiers agissent au son de la voix. Ils n'attendent pas que ça réagisse au niveau de la leader. Tout se fait à la voix. Les avions sont maintenant en descente et vont récupérer une formation de patrouille serrée pour préparer la prochaine figure de cette démonstration, le trèfle. Et 800 km/h de vitesse de rapprochement.
Qui va partir en boucle. Et Souche qui réussit comme son avis. Acier carbone peut encaisser des facteurs de charge allant de plus 10 à moins 10 G. Imaginez-vous ressentir 10 fois votre poids en étant écrasé dans le siège de l'avion ou retenu dans votre harnais. Et tout cela sans pantalon anti-G ni système d'aide au pilotage. Tous ces atouts en font l'avion de voltige le plus performant au monde. Les deux autres. Agent d'opération, informaticien, rejoignez-nous pour vivre une aventure extraordinaire. On compte sur vous. Et regardez cet éclairage, toute la vivacité. Admirez la dextérité des pilotes de l'équipe de voltige. Présente ce dernier éclatement sur le dos. La présentation touche à sa fin. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements. Anne Coralie. N'hésitez pas à nous suivre également sur nos réseaux sociaux et à venir nous retrouver sur le stand de l'équipe pour venir échanger avec nous. Merci à l'Armée de l'air et de l'espace pour cette présentation de ces voltigeurs sur cette même base de Salon de Provence. Ils ont les mêmes combinaisons bleu clair d'ailleurs que les pilotes de la patrouille de France. Voilà, ils se posent. On va reparler également du... Allez, mets un petit peu de zip zip. Ah bah non, t'as pas mis le... Ah, pour les photos, c'est sympa. Voilà. Allez Pierre, c'est à toi. Ça marche plus. Sachez que chez l'Académie Aero Vintage, vous pouvez déjà voler sur Voilà. Il y a Jennifer Connelly aussi, c'est celle qui est dans l'avion avec Tom Cruise. Un certain ingénieur, donc Marcel Dassault, a l'idée de construire une hélice qu'il appellera l'hélice éclair, une hélice reconnue à l'époque comme l'une des meilleures du marché, les plus performants, l'emblème de la marque. Son talisman. Le talisman. Et le premier avion que Marcel Dassault a construit, que Marcel Bloch a construit après la guerre, ce fut le Flamand. Marcel Dassault qui avait décidé de changer de nom, il peut s'appeler Bloch. Bloch mais Dassault parce que voilà, le Dassault Flamand a été longtemps un avion école puisque de l'immédiat et qui ont une durée de vie opérationnelle assez longue, et ce fut en tout cas le cas de cet appareil, de ce premier Dassault, avion de l'immédiat après-guerre construit et qui fut aussi
l'avion de liaison du général de Gaulle. Voilà pour le Flamand. Connu sous le nickname Zébulon. Deux avions écoles relativement contemporains, puisque c'est au début des années 80 que l'armée de l'air demanda à construire cet avion-là. Cet avion, il avait pour mission, c'est un biplace, une hélice bipale, et on obtient un petit paquet de muscles. J'espère aux mains de collectionneurs privés continuer de voler, parce que ce sont aujourd'hui essentiellement en France les collectionneurs privés qui conservent le patrimoine. Voilà, et pour l'époque d'être transformé sur AlphaJet. Aujourd'hui l'Epsilon a été remplacé par le PC-21. Pilote de vol, pilote émérite de meetings aériens, et il va emmener cette patrouille. Compagnie Aeroflot. Les avions viennent de passer les 360 degrés pour vous montrer les avions sous toutes les coutures. La chance de voler sur cet avion, et c'est un avion qui a des qualités tout à fait exceptionnelles. Il est intuitif, il est précis, il est nerveux. Bonjour, la Ferté-Alais. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Lucas et vous allez voir aujourd'hui une démonstration à 3 avions, c'est la patrouille Yakotim. On a commencé par du boucle. On tire 3, 4,5G dans la montée, on est presque en apesanteur tout en haut, on redescend 4,5G. Mesdames et messieurs, vous pouvez commencer par des applaudissements pour les 2 groupes de la patrouille Yakotim. Le Yak 18T, l'avion leader, Yakovlev, c'est un avion de formation pour... Les avions ailiers, ce sont des Yak 52, avions de formation initiale des pilotes de chasse soviétiques. Très doués pour la voltige, ils peuvent subir plus 7. Dans le bleu, c'est Flo. Flo, il a environ 800 heures de vol, il est ingénieur aéronautique et pilote professionnel. Mesdames et messieurs, pour les photos, le second poids. Allez, est-ce que vous savez quoi? Un premier tour. Ok. Un deuxième. Et un dernier tour, le 4e. Maintenant que la colonne est passée, vous voyez Ricky s'écarter. Il se remet en position.
300 km/h sur l'axe de démonstration. Et la boucle. Magnifique, c'est bien tiré. Ils reviennent pour la barrique. On tire 45 degrés. Le volant fonce sur la gauche, ça tourne. Le nez passe sous l'horizon. On remet les ailes à plat. Et on part sur une arrêt sur la gauche. On monte, le virage sur la gauche, on est satellisé tout en haut. On revient sur l'axe pour la dernière figure, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Fred. Flo. Eriti. Merci beaucoup, merci la Ferté-Alais, merci à tous les bénévoles pour cette magnifique organisation. C'est très important qu'on ait des meetings comme ça en France pour préserver notre patrimoine. Fred qui vous salue pour le pilote, c'est Florent Eriti. Voilà, magnifique. Merci beaucoup, merci à tous. Je fais un gros coucou à tous mes copains qui sont au parking avion, qui bossent depuis 4-5 jours la vie. Les trois vertes, la sécurité, c'est parfait. En courte finale, le Yak 18T. Vietnam. Et cette guerre du Vietnam, la liste des films, des réalisations tournées autour de cette guerre du Vietnam, on va les citer, on va en citer quelques-uns. Platoon. Dylan, les Beach Boys sont alors dressés en injection médicale contre une censure jamais bien loin. C'est une bombe à retardement. Levinson en 1985, avec, souvenez-vous, Robin Williams. Dans le rôle donc de ce DJ Adrian Cranauer, DJ anticonformiste, qui sera envoyé à Saigon pour remonter le moral des troupes. Il faut savoir que ce promoteur de l'usage de certains stupéfiants, un proxénète notoire, qui avait créé une radio pirate à Saigon, qui sera finalement détruite en janvier 1971 par l'armée américaine. Good Morning Vietnam fait partie de ces films qui ont donc permis à l'Amérique d'exorciser. Oui, le conflit vietnamien a été un révélateur d'une Amérique qui était déjà divisée, qui vivait finalement le changement de culture en particulier, une nouvelle musique également, et la revendication d'une jeunesse qui avait décidé de faire sa petite révolution, le savoir. Voilà, c'était la guerre froide qui était évidemment extrêmement chaude au Vietnam. C'était un conflit de deux empires, un monde qui était le monde soviétique, qui associait bien sûr l'Union soviétique, on ne parlait pas de la Russie là. Cette guerre froide
chaud. C'était évidemment le externe et les bidons internes que ces avions volaient. Et puis d'un seul coup, on leur désignait ce qu'ils devaient attaquer. Le Skyraider qui est en cours de restauration dans les locaux de l'amicale Jean-Baptiste. Et oui, on peut l'applaudir parce qu'il s'est... en étoile qui semble ronronner dans le ciel. Et les avions de ces années 30 resteront, disons-le carrément, dans l'histoire de l'aviation, ceux qui dégagent le... Quand vous étiez chef d'entreprise, compagnie pétrolière, gangster. Notamment. Notamment dans... Qui est-ce qui... Parmi les gangsters, qui est un Reliant? Al Capone. Al Capone. Voilà. Il possédait un Stetson Reliant, comme celui-ci, exactement, le même. Et dans les années 30, donc, si l'on ne parlait pas encore d'aviation, en tous les cas, si l'on devait voyager, il fallait que ce voyage soit confortable, il fallait qu'il soit spacieux, qu'il soit luxueux. Et en guise de salaire, ils avaient été très sympas avec lui et pour solde de tout compte, il repartira avec l'épave de l'avion. Il a été poussé jusqu'aux marches pour les chromer. Oui, c'est un constructeur qui existe encore et la longévité des constructeurs est aussi un gage de garantie. La place de Paris, connu pour avoir révolutionné au début du XXe siècle l'image de... On en apprend des choses à la Ferté-Télé. La coupe des femmes, la coupe de cheveux des femmes, les garçons. La garçonne de Coco Chanel. On va reparler dans quelques minutes de cette aviation des années 30, de ce qu'allait devenir quelques années plus tard l'aviation d'affaires. Deux chefs-d'œuvre américains aussi des années 30. Ces avions 18, le C-45 qui est devant, a été construit du début des années 30 jusqu'en 1970. C'est un des avions qui a été construit le plus longtemps dans l'histoire industrielle de l'aéronautique. Il est suivi par un... Pu voir évoluer, a été acheté en 1937 par le parfumeur Antoine, qui n'est pas le chanteur. Mais non, tu m'as regardé d'un air bizarre. Conseillé par son ami et pilote personnel, Benoît William de Villacoublay. Antoine n'était pas le chanteur, mais... Un avion velu, si j'ose dire, il vole assez vite pour son époque, 160, 170 nœuds. Et en même temps, il se pose à 60 nœuds. Et c'est vraiment un avion délicieux. Déjà, les lois de pilotage de cet avion, les efforts aux commandes sont presque les mêmes. Il faut y passer des heures, il n'y a pas de solution. C'est du temps. Voilà, la mélodie du R990. C'est une mélodie, voilà, j'allais dire exactement la même chose. Avec un avion tout argenté, donc le Beech 18. Le Beech 18 C-45 qui nous est présenté. Alors je dis Beech 18 parce que... Retour au cinéma de Steven Spielberg avec ce film, Always, l'histoire d'un as des pompiers volants.
sur les insistances de sa compagne sur le point de vue. Il va partir pour une ultime mission dont il ne reviendra jamais. Et quelques mois plus tard, Blitzerich se réveille dans une forêt carbonisée où l'attend une femme, toute de blanc vêtue, et cette bonne fée va le renvoyer sur Terre pour aller conseiller un jeune pilote, un jeune futur combattant du feu. Et oui, le fantôme vient conseiller le jeune pilote. C'est un très beau film, c'est un film, c'est une histoire d'homme, de femme. Une histoire d'amour encore. Et on y voit plein d'avions, tout ce qu'il faut pour nous. Mais oui, Frédéric, faut l'avouer, nous, des histoires d'amour et des avions, ça nous suffit. Et aujourd'hui, pour évoquer ce film, c'est un tracker Grumman. Volante que nous connaissons, qui est ici. Donc c'est une technologie certes un peu ancienne, mais une technologie efficace, qui sera utilisée en particulier en Corée en Vietnam, et également jusqu'à la fin de la première guerre du Golfe. Voilà. Et puis cet avion a connu une seconde vie. Attention les photographes. Voilà, on peut saluer Brice Ohaillon à bord du Beech 18. Il s'agissait surtout de mettre en place un système de surveillance des massifs forestiers dans le sud de la France. Après des incendies dévastateurs au tout début des années 80. Il faut savoir qu'un feu qui n'est pas circonscrit, et ensuite des Canadair pour aller éteindre les feux dans le sud du pays. La mission... oui, Alain. Non, pardon. Je t'en prie. Dans la version qui nous est présentée, évidemment, est dotée de turbines. C'est un avion terrestre. Évidemment, la sécurité, oui, 415. Voilà, c'est une mission de guet aérien armé, c'est-à-dire que ces avions vont voler en patrouille, ils sont deux. Ils sont chargés de ce que l'on appelle du retardant, une sorte de produit rouge, un peu visqueux. Aujourd'hui, ce que largue le tracker, c'est de l'eau. Ils vont donc aller s'alimenter dans ces pélicandroles et dès qu'ils sont en vue d'un feu naissant, ces avions vont en quelque sorte couper le feu. Voilà, il y a 3 ans maintenant, des feux exceptionnels au sud du bassin d'Arcachon, du côté de la dune du Pilat. Ce sont des feux qui étaient tellement puissants qu'on les a appelés des hyper-feux. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas en Europe. Ce sont des feux qu'on ne peut quasiment pas circonscrire. En tout cas, on ne peut pas les traiter ni avec des avions, ni même avec des moyens terrestres. Mais il y a tous les autres. Et tous les autres, il faut qu'on les combatte. Et surtout, comme tu le disais très justement, était équipé de moteurs à piston, des Curtiss de 1425 chevaux, et puis on les a modernisés. On les a équipés de turbines, des PT6, l'une des turbines les plus, si ce n'est la turbine la plus fiable du marché. Oui, c'est un moteur effectivement fiable qui est une famille de moteurs en fait qui démarre et ainsi permet de maintenir cet avion en vol assez longtemps. En tout cas, c'était sa mission parce qu'aujourd'hui l'avion il est en retraite. C'est un avion qui est mis en œuvre par une association. Cette association, elle est basée du côté de Montélimar. Elle a un musée statique avec des dizaines et des dizaines d'avions. C'est un très beau musée. Et puis ils ont un musée volant avec le Bronco qu'on connaît. Alors j'ai un petit cours sur le retardant que transporte normalement le tracker. Oh, superbe. Alors le traquant, le retardant. Un avion de patrouille maritime, encore en service aujourd'hui, est piloté par des marins d'active. Et juste à côté de lui, un Morane Paris, emmené par d'anciens de la marine, des passionnés de leur carrière. Les 4 tonnes d'eau là-bas.
papa Oscar il est rentré. Ça y est. Top, top. Il a fait un 500, c'est sûr. Oh putain, il a fait 2 manches. Avec cet avion, la France, encore marquée par les blessures de la Seconde Guerre mondiale, doit se moderniser à toute vitesse. Les Magistère, et de l'autre, Morane Saunier, constructeur emblématique qui mise sur son expérience dans l'entraînement militaire pour présenter un concept original, le fleuret. Le fleuret, c'est un biplace à réaction avec une particularité, les sièges sont côte à côte et non en tandem, c'est-à-dire non pas l'un derrière l'autre. Et pourquoi ce choix? Parce que l'un des défauts majeurs des configurations en tandem, pendant près de 6 mois, les essais et les démonstrations se succèdent devant les autorités françaises, mais aussi les observateurs de l'OTAN. Et c'est finalement en 1953 que la décision tombe. Le contrat est attribué au Fouga Magistère, l'avion phare de la patrouille de France, pendant plus de 20 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Ironie du sort, malgré sa victoire, Fouga n'a pas encore les capacités individuelles. Comme quoi, la compétition peut parfois déboucher sur une collaboration inattendue. Mais chez Morane, on ne digère pas totalement l'échec. Au lieu d'abandonner, une idée brillante émerge. Et si on allongeait le fuselage du biplace pour le transformer en quadriplace? C'est tout simple, on recule les réservoirs pour mettre les 2 places passagers à l'arrière. Et c'est ainsi que naît un concept avant-gardiste, le Hélice 760. Cet appareil, c'est bien plus qu'une adaptation. Il devient le tout premier... Pour cet avion, des personnalités comme John Travolta, Frank Sinatra ou le Shah d'Iran se laissent séduire par ce jet à la fois élégant, discret et performant. L'armée de l'air française, la marine nationale, mais aussi le Brésil et l'Argentine passent commande. Au total, c'est plus de 150 exemplaires qui seront construits. Il servira fidèlement pendant plus de 30 ans jusqu'à son retrait du service actif en 1997 pour la Marine nationale. Mais ce n'est pas encore la fin de son histoire. À ce moment-là, seuls 7 exemplaires dans le monde sont encore capables de voler. Et pour la plupart, ils dorment dans des hangars. C'est alors qu'un groupe de passionnés bretons décide de faire renaître l'un d'entre eux. Mais les obstacles civilisent. Et pourtant, ces passionnés vont relever le défi. Et c'est grâce à eux que cet avion est parmi La vie tout entière est liée à l'aviation. Son nom, retenez-le, Jean-Michel Laporte. Son parcours commence comme beaucoup d'histoires d'aviation par un simple rêve. Et ce rêve, il est né dans un placard de salle de classe à cause, ou plutôt grâce, à un professeur de technologie qui un jour lui demande de ranger une étagère. Et là, au milieu de sélection pour devenir pilote dans l'aéronautique navale. Mesdames et messieurs, le dernier passage du Morane Paris, si vous salue. Plus spécialement pour cette démonstration à la Ferté-Alais, mesdames et messieurs, l'Atlantique 2 de la Marine nationale. Ne sont pas des démonstrateurs, ce sont des pilotes opérationnels en flottille qui consacrent de leur temps libre et leur week-end pour être parmi nous aujourd'hui. Grâce à un tube situé
Situé à l'arrière de l'aéronef, l'équipage peut également larguer des bouées acoustiques, utilisées pour localiser les sous-marins. Et là, vous voyez la soute ouverte de l'Atlantique 2 avec un missile Exocet. Et oui, l'Atlantique 2 est capable d'emmener et de larguer de l'armement, des torpilles MU-90, des missiles Exocet et des bombes guidées laser. Opérant sur l'Atlantique 2 aujourd'hui est claire. Quand je trouve, je pique. Cette phrase résume à elle seule la stratégie de chasse de l'Atlantique 2. Lorsqu'il est en mission de surveillance, la TL2 vole souvent à très haute altitude sur des grands circuits de recherche, utilisant ses postes avec un sabord et un gros hublot d'observation. Ensuite, le nécessaire pour passer plusieurs heures à bord. Une cuisine, une table, des toilettes et un espace de repos. Les missions sont longues à bord de l'Atlantique 2. Elles peuvent durer 12 heures, voire même 14 heures. Ensuite, on avance dans l'avion. On avance dans ce qu'on appelle la tranche tactique. C'est un long couloir où se situent les spécialistes. Acousticiens, coordinateurs tactiques, navigants, ils sont tous alignés face du carburant, la gestion des pannes, des moteurs. A noter qu'en général, un équipage se compose de 14 personnes à bord, selon les missions. Et maintenant pour son dernier passage, sur votre droite, en configuration atterrissage, train d'atterrissage, volet sortie, phare allumé, l'Atlantique 2.